Bonjour Jade Almeida. Bonjour Cyril. Alors, on va parler d'un sujet, il n'est pas dépassé, il est toujours d'actualité, mais nous ici déjà à Néo-Québec, en raison de problèmes de contingence technique, on n'a pas pu en parler depuis. Et, là, je sais que le monde et les grands médias sont allés sur d'autres sujets et pourtant, c'est un sujet qui te tenait beaucoup à cœur. On parle du feu. Oui. Oui, on parle du feu. D'un autre côté, est-ce qu'on peut dire que les médias sont allés sur un autre grand sujet? Parce qu'il va y avoir un grand rassemblement pour l'environnement le 21 septembre. Le 27. 27. Voilà, c'est ça. 27 à Montréal avec... À Mont-Royal, oui. Oui, et la jeune fille, Gunta, 21. quelque chose. Gunta, la jeune... Oui, je voilà, sais de qui ça. tu parles, mais j'arrive. Environnement. Donc, bref, on est toujours dans le même sujet, c'est l'environnement. Exactement. C'est l'Amazonie qui brûle énormément. Entre on autres. en a parlé. Mais toi, c'est le 27, c'est ça. Mais toi, tu veux faire alors, on dit quoi, un parallèle, une comparaison avec le feu en Afrique. Bah, c'est pas tant moi que Internet a vraiment attiré l'attention sur le traitement, la différence de traitement entre l'Amazonie et les feux qui subsistent, qui surviennent plutôt, en Afrique subsaharienne. Et ne connaissant pas le sujet, je me suis dit que ce serait intéressant de voir si en effet on peut comparer les deux ou pas. Qu'est-ce que cela engendre par rapport au discours autour de l'environnement, autour de l'écologie, autour des, eh bien, de la crise politique qui a eu lieu entre le Brésil et la France par rapport à ça. Donc je me suis dit, ok, on va en parler à Néo-Québec. Crise politique entre le Brésil et la France. Ah oui, entre Bolsonaro et Macron. Oui. Je rappelle juste comme ça que pour ceux qui ont la caméra et qui voient ça sur la vidéo, il y a un écusson, un pins que tu as sur ta veste. Prenons juste une minute pour en parler. Loi 21 avec comme un sens interdit. C'est la campagne non à la loi 21. Okay. On peut trouver des écussons un peu partout dans Montréal. Il y a la liste qui circule sur Internet. On l'a partagée sur Néo-Québec également, si vous voulez récupérer un écusson. Et c'est une manière de continuer à se mobiliser contre la loi 21. Il y aura un rassemblement également bientôt aussi. On va partager l'événement sur Néo-Québec pour continuer à dénoncer cette loi qui est une loi discriminante. On en a fait une chronique, on a eu des personnes qui sont venues en parler au micro, on continue d'être mobilisés à Néo-Québec également. Donc j'avais eu l'opportunité de récupérer un écusson, je le porte. D'accord. Donc on revient sur les feux. Donc allez sur Néo-Québec, retrouvez ça, il y a tous les différents sites si vous êtes dans la zone de Montréal. Oui, parlons donc de cette différence de traitement des feux. Oui, alors je vais redonner un petit peu de contexte. En juillet 2019, pendant les grandes vacances, peut-être que des personnes ont peut-être loupé du fait des vacances, mais la planète a découvert avec horreur l'incendie qui ravageait à ce moment-là depuis 3 semaines, du moins c'est ce qui tournait sur Internet. L'Amazonie brûle depuis 3 semaines et personne n'en parle. Et à ce moment-là, il y a vraiment cette idée de personne n'en parle par rapport à Notre-Dame qui, lorsqu'elle a brûlé, a reçu l'intérêt et la couverture médiatique mondiale. Et énormément de dons, on s'en rappelle, on en a parlé à l'émission, ne rentrons pas dans les détails. Mais en gros, on a donc Internet qui découvre un peu avec horreur donc l'Amazonie qui est ravagée par les incendies. La pression d'Internet finit par se retrouver dans la couverture médiatique. Certains médias en parlaient déjà, mais au fur et à mesure que ça devient viral sur Internet, tous les médias se penchent sur ce qui se passe en Amazonie. La pression médiatique finit par devenir pression politique. Donc les politiques s'alarment, réagissent et ça arrive au moment où il y a le fameux G7, donc ce rassemblement des plus grandes sociétés occidentales riches, pompeuses de ressources du monde entier, notamment menées par Macron. Donc c'est à peu près dans la même période et il faut comprendre qu'à ce moment-là, l'Amazonie... Enfin, je vais également expliquer ce qu'est l'Amazonie, au cas où vous l'ignorez. L'Amazonie, c'est la la plus grande forêt tropicale au monde, celle qui est surnommée le poumon de l'humanité, le poumon de la Terre, le poumon des hommes. Bon, elle est comparée comme le poumon. Et donc, ce fameux poumon vert, en fait, j'ai un peu lu là-dessus, ce serait une appellation à tort, mais c'est comme ça qu'on la connaît. Donc le poumon vert de la planète, parce qu'elle a un rôle de puits de carbone, donc parce que du fait des arbres, elle nous apporte de l'oxygène, etc. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est la forêt tropicale la plus importante au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la plus grande biodiversité au monde. Ok, donc le fait que ce puits de carbone, ce poumon du monde soit en train de brûler, dans le contexte où on parle de plus en plus du réchauffement climatique, de la crise écologique, c'est l'horreur qui se propage. Et donc on a cette Amazonie qui brûle, et il faut savoir que l'Amazonie c'est donc une forêt immense, mais la grosse partie de cette forêt tropicale se trouve au Brésil, d'accord? Le Brésil
possède pas toute la forêt amazonienne, mais la plus grosse partie se trouve au Brésil. Et comme je l'ai dit, donc, on le découvre qu'elle brûle depuis 3 semaines en juillet, mais en fait, elle brûle depuis le début de l'année. Hein. Il se trouve juste que en juillet, ça a été le pic le plus extraordinaire. C'était 278% de plus de ravages d'incendie par rapport à juillet 2018. Okay. D'accord? Donc, c'est pas qu'il y a eu des incendies juste cet été, non. Il y a des incendies depuis le début de l'année. C'est juste que comparé au juillet 2018, c'est le pic le plus extravagant, non, le plus horrible en fait qu'on ait enregistré, qui a provoqué, comme je l'ai dit, attention mondiale, attention politique, pression internationale. La fameuse crise politique, c'est que Macron finit par avoir un discours de Bolsonaro, le Brésil devrait faire quelque chose ou on s'en charge. C'est un peu l'idée, hein, je caricature. Et Bolsonaro qui dit l'Amazonie c'est le Brésil, c'est notre nation, vous n'avez pas, on est souverain chez nous, vous n'avez pas à avoir ce genre de commentaires et je ne ferai rien tant que vous ne serez pas excusé. Et après c'est parti en combat de coq entre les deux. Bon, on va pas rentrer également là-dedans. Mais au moment où il y a tout cet intérêt politique médiatique autour de l'Amazonie, on a une image de la NASA qui va circuler. Je ne me rappelle plus si on l'a partagée sur Facebook, mais je le ferai si c'est pas le cas. Mais on a cette image qui montre donc de la NASA, qui montre le rouge en Amazonie, donc les incendies. Et on voit en Afrique subsaharienne beaucoup plus de rouge, donc beaucoup plus d'incendies. Et des internautes qui commencent à tweeter comment se fait-il qu'on accorde autant d'importance à l'Amazonie alors que ça brûle beaucoup plus en Afrique subsaharienne. Donc, les deux situations sont particulièrement inquiétantes, mais on dénonce le fait qu'une situation reçoive beaucoup plus d'intérêt et d'aide que la deuxième. Au point que même Macron finit par avoir une allocution. Il parlait beaucoup cet été. Il finit par avoir une allocution en disant, il paraît que, je caricature, mais il paraît que ça brûle aussi en Afrique subsaharienne, on va s'y pencher également. Ouais. Bon. C'est pour vous donner vraiment le contexte. Il faut comprendre également qu'en Afrique subsaharienne, la région abrite le bassin du Congo, qui est en fait la deuxième forêt tropicale la plus importante, juste après l'Amazonie. Donc, on a en gros les deux forêts tropicales qui brûlent. Okay. Et comme je l'ai dit, Macron intervient et dit, on va débloquer des fonds, peut-être, on verra. Et là, je me dis, tiens, c'est intéressant de voir, est-ce qu'il y a vraiment une différence de traitement médiatique ou une différence d'intérêt parce qu'il s'agit du Brésil et de l'Afrique subsaharienne? Qu'est-ce qui fait que les deux situations ne provoquent pas le même type de réaction médiatique internationale? Pourquoi est-ce que les feux... Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Je connais un peu plus en Amazonie. C'est vrai que je ne connais pas la situation en Afrique subsaharienne. Donc, je me dis, ok, on va aller regarder. Comme je l'ai dit, la forêt amazonienne dépasse le Brésil. Il se trouve que le bassin du Congo dépasse le Congo, en fait. Donc, il y a une partie qui est au Congo, il y a une partie en Angola, Zambie, Tanzanie, Malawi, Mozambique. Donc, ce sont vraiment de grandes forêts tropicales voilà. Donc, c'est intéressant au niveau aussi des relations internationales et politiques de voir comment les différents pays doivent s'organiser pour protéger ou pas, comme on verra pour Bolsonaro, les feux. Comme je l'ai dit, ça paraît que ça brûle plus en Afrique du Sud qu'en Amazonie. Pour vous donner une estimation, depuis le 1er août, on a recensé les débuts d'incendie. Donc, début d'incendie, ça ne veut pas forcément dire que ça va se maintenir, que ça va brûler. Hein, mais en tout cas, on a des petits débuts qui parfois s'arrêtent. En Amazonie, on en décompte 250 000 depuis le 1er août 2019. En Afrique subsaharienne, ils en ont compté 550 000. Donc, c'est le double. C'est le double, c'est clairement, ça brûle beaucoup plus qu'en Afrique subsaharienne. Mais là, ce qui est intéressant, c'est en dépit du fait qu'on a donc deux forêts tropicales qui sont ravagées par des incendies, les deux situations ont des causes complètement différentes. Et non seulement ils ont des causes complètement différentes, mais du coup, reçoivent une attention politique de la part des pays que sont soit Brésil, Congo, Tanzanie, complètement différents. Et là, ce serait intéressant de dire attention aux comparaisons, parce qu'en comparant ce qui n'est pas forcément comparable ou en ne mettant pas en avant les similitudes et en ne soulignant pas également les différences, on peut créer une fausse image de ce qui se passe en Afrique subsaharienne par rapport à ce qui se passe en Amazonie ou l'inverse. Je m'explique. Le Brésil, il faut savoir qu'actuellement, ce qui s'y passe, les incendies, c'est à la fois dû à la sécheresse, entre autres, donc le réchauffement climatique, mais c'est aussi largement dû à la politique de Bolsonaro. Comme je l'ai dit, juillet 2019, ça a été un pic par rapport à juillet 2018. Qu'est-ce qui s'est passé entre juillet 2018 et juillet 2019? Il y a eu les élections et Bolsonaro est arrivé à la présidence en octobre. Bolsonaro avait littéralement fait campagne en disant les communautés autochtones qui vivent dans la forêt amazonienne sont littéralement assis sur des richesses qui devraient être brésiliennes et je vais faire en sorte qu'on puisse les exploiter. Et bien sûr, il tient promesse. Parce que tous les... Bon, passons. Donc, il faut bien comprendre que
Avant Bolsonaro, depuis 2004 d'ailleurs, sous Lula, le Brésil avait une politique de préservation de la forêt amazonienne qui, la politique d'encadrement donnait un modèle au reste du monde. Le nombre de feux avait drastiquement chuté. Il y avait beaucoup de politiques de protection, non seulement de la forêt, mais également des communautés autochtones qui avaient été mis en place et qui étaient encadrées. Mais lorsque donc Bolsonaro arrive au pouvoir, il renverse entièrement la vapeur qui avait été mise en place sous Lula. Comme j'ai dit, Bolsonaro il veut faciliter l'exploitation, notamment l'exploitation industrielle et agricole. Ce qui provoque les feux en Amazonie, c'est surtout deux exploitations en fait. C'est celle du soja et celle de il nous faut des pâturages pour que les vaches mangent. Les vaches, les bœufs et compagnie. En Amazonie. Exactement. Ouais. Donc on avance de plus en plus dans la forêt amazonienne parce qu'il nous faut de quoi pouvoir exploiter la viande, la future viande. Je vais avoir des problèmes avec les animaux qui, dans la... Non, arrête de rire. Les animaux dans l'industrie agroalimentaire qui sont exploités pour devenir la viande. Mais oui, oui. Tellement pas pété là tout de suite. Mais vraiment. Pour nourrir ceux qui mangent. La nourriture. Pour nourrir les carnassiers. Voilà, donc, comme je l'ai dit, il y a des lois qui protègent, ça suffit, il y a Jacoun et Cyril qui m'empêchent de me concentrer. Il y a des lois qui protègent donc la forêt amazonienne, qui protègent les communautés autochtones, et Bolsonaro arrive au pouvoir et dit, moi je vais faire en sorte qu'on renverse ces lois. D'ailleurs, il est en pleine discussion pour faire abolir les codes forestiers, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des lois qui disent on ne peut pas exploiter si on n'a pas l'autorisation des communautés qui y vivent. Il veut enlever également ces lois-là. Il est arrivé en mode on va capitaliser sur la forêt amazonienne. Du coup, il a également baissé drastiquement le budget des agences de protection, notamment l'INCRA, qui est le budget qui permet d'aller faire des contrôles pour s'assurer qu'il n'y a pas d'exploitation illégale. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de contrôles. Donc, ça veut dire que les gens qui font de l'exploitation illégale depuis l'arrivée de Bolsonaro n'ont quasiment aucune conséquence négative à leur exploitation. Il a baissé le budget de FUNAI, qui est un organisme qui s'occupe des relations avec les affaires autochtones. Donc, il est en train, en fait, de vraiment affaiblir toutes les structures qui permettaient de protéger la forêt amazonienne. Comme je l'ai dit, il a dit là où je cite une petite phrase célèbre qu'il a donnée, là où il y a des indigènes, il y a de l'argent à se faire. Non. Ah si, texto. Pendant Bolsonaro, Non. Moi, je l'invente. Là où il y a des indigènes, il y a de l'argent à se faire. Fermez les guillemets. Donc, c'est ce qui se passe au Brésil. En gros, actuellement, la déforestation amazonienne est organisée, légalisée et protégée par l'État. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir par rapport à ce qui se passe au Brésil. Allons du côté de l'Afrique subsaharienne. Déjà, il faut savoir que du côté de l'Afrique subsaharienne, lorsqu'on regarde où sont les feux, majoritairement, ils ne sont pas dans le bassin du Congo. Ce n'est pas la forêt tropicale qui est concernée. Ce sont des territoires agricoles parce qu'il y a ce qu'on appelle la technique ancestrale du brûlis. Donc, la technique du brûlis, qui est critiquée par différents mouvements, mais qui est une technique d'agriculture, comme j'ai dit, ancestrale, traditionnelle, qui ne vise pas normalement la production de masse. Ce qui se passe au Brésil, c'est surtout la cause de vouloir répondre à une production de masse intensive. Oui. C'est ça. La technique du brûlis est à l'opposé de l'agriculture intensive parce que ça consiste en fait à incendier volontairement un terrain qui va être cultivé. Donc, le feu est supposé d'être contrôlé. Et en fait, ça défriche une zone et ça libère en fait des nutriments qui vont enrichir la terre. Donc, ensuite, on cultive la terre, puis on la laisse reposer en jachère plusieurs années et on passe à une technique d'agriculture itinérante. Donc, on laisse la terre se reposer, on passe à un autre et on fait un cercle. Cette technique-là permet, normalement, ce que j'ai lu, d'être plus respectueuse parce que ça permet à la terre de se reposer, de reprendre les nutriments, alors que l'agriculture intensive, il n'y a pas de question de repos là. C'est fournir. Mais tu l'as dit, elle est quand même critiquée, cette technique. Elle est quand même critiquée parce qu'il y a un risque que le feu puisse échapper au contrôle des agriculteurs. Il y a également l'idée que ça provoque des gaz à effet de serre. Donc, ça renforce le réchauffement climatique, ça participe à la pollution de l'air. Donc, il peut y avoir des impacts sur les personnes qui respirent ce feu également. Et à très long terme, en fait, il n'y a pas consensus. Certains disent que non, d'autres que oui, mais disent qu'à très long terme, ça finit par avoir un impact négatif sur l'environnement. Alors, à court terme, c'est bon pour le territoire et la manière de le laisser se reposer, mais à très long terme, ça finit par épuiser le territoire. Mais après, j'ai également lu des contre-études qui disaient, en fait, ça permet de... Donc, là-dessus, je ne peux pas vous dire oui ou non. Je peux juste dire qu'il y a des débats autour de la technique du brûlis, que ça reste quand même une des techniques agricoles considérées comme non seulement itinérante, mais aussi parmi les plus respectueuses.
et que c'est une technique traditionnelle. Ce qui commence à beaucoup disparaître dans le milieu de l'agriculture, notamment l'agriculture intensive. Du coup, il y a une véritable différence à faire entre ce qui se passe au Brésil et en Afrique subsaharienne parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas la forêt amazonienne, ce sont des territoires qui de base sont déjà secs et ils sont réservés pour l'agriculture et la culture. Donc, on a des responsables, notamment de différents pays qui ont dit, attendez, n'allez pas nous comparer à Bolsonaro au Brésil. Nous, ce sont nos agriculteurs qui sont en train de travailler de manière traditionnelle, qui ont leurs droits, on les protège pour cela, mais ils ne sont pas dans la forêt tropicale. Notre forêt tropicale, elle est pour le moment, elle recule petit à petit, mais c'est pas du tout au rythme de l'Amazonie. Et surtout, ce sont des politiques qui essayent de lutter contre ça. Ils disent, on essaye de lutter contre le recul de notre forêt tropicale. Nous ne sommes pas Bolsonaro. Je donne par exemple le Gabon qui dit nous on a 13 parcs nationaux, on essaie de préserver 11% de notre territoire, on met en place des lois. On a la RDC qui a décrété un moratoire sur l'octroi de nouvelles concessions forestières. Donc on a vraiment des politiques qui essayent, qui prennent à cœur la situation du réchauffement climatique, mais également de l'agriculture, également de ce qu'il faut faire pour nourrir les personnes, en même temps garder un équilibre et de dire mais on est en train d'essayer de mettre en place des politiques de protection. Les feux qui arrivent, ce sont des feux sur des zones semi-arides déjà cultivées et ça ne sort pas de ces zones-là. Donc comme je l'ai dit, attention aux comparaisons, mais certes, il y a un point commun à mettre entre Amazonie et Brésil, c'est-à-dire qu'il y a une pression de la demande. Amazonie-Afrique, c'est qu'il y a une pression de la demande. Ça, c'est peut-être qui doit ressortir le plus lorsqu'on fait la comparaison. C'est que ce qui se passe au Brésil ou ce qui se passe en Afrique subsaharienne, on a une demande au niveau de la consommation mondiale qui met une pression sur les fournisseurs agriculteurs, agricoles, etc. Sur l'entreprise qui fournit du coup le monde entier au niveau de l'agriculture. Et ils disent notamment la production d'huile de palme, l'exploitation des ressources minières, le soja, les animaux, etc. Il y a une pression de la demande qui finit par avoir un impact extrêmement négatif sur les territoires, notamment les forêts tropicales. Le Brésil est une politique capitaliste actuellement sous Bolsonaro qui veut se faire des richesses là-dessus. En Afrique subsaharienne, c'est plus, on a l'habitude de travailler comme ça, ce sont nos traditions. Oui, on a conscience des risques, on essaye de les limiter. À long terme, il y a des impacts sur les deux, les forêts tropicales sont en danger. Mais on n'est pas du tout au même niveau que l'Amazonie. Pourquoi il faut faire attention aux comparaisons également? C'est que ce qui s'est passé entre le Brésil et la France, pas seulement la France, mais le Brésil et le G7, c'est qu'il y a eu un véritable débat politique sur à quel point l'Amazonie appartient au Brésil ou au contraire appartient à l'humanité tout entière. Et donc à quel point le reste du monde devrait avoir le droit de dire de l'ingérence au niveau, ce qui entre dans les débats politiques extrêmement complexes qu'on n'a pas le temps de faire là, mais que je pourrais faire une chronique là-dessus. Mais il y a eu quand même une idée de on va retirer la souveraineté du Brésil par rapport à l'Amazonie. Quand, comment, par quels moyens, bonne question. Mais ça a quand même été discuté. Si on commence à faire des comparaisons avec l'Afrique subsaharienne et de dire, ben peut-être qu'eux aussi ne devraient pas gérer le deuxième poumon de l'humanité dans une zone, dans un continent qui a littéralement été marqué historiquement par l'ingérence coloniale, ça peut aller loin dans, ben, si on commence avec le Brésil, on peut également s'occuper du bassin du Congo. Sachant qu'actuellement, le bassin du Congo, ses risques, c'est l'appât du gain, la voracité mondiale. Donc attention aux comparaisons un peu trop rapides et qui pourraient du coup diminuer, voire donner une mauvaise image de la manière dont c'est géré en Afrique subsaharienne par rapport à Bolsonaro. Donc je comprends aussi les politiques qui ont dit non mais attendez, ne comparez pas ce qu'il n'y a pas à comparer. Je dis pas que c'est une bonne chose que ça brûle également en Afrique subsaharienne de cette manière. Je dis juste qu'il y a des comparaisons, attention à faire. Également, il faut comprendre que l'approche au niveau du climat et de la protection de l'environnement doit se faire selon un angle de justice et d'équité raciale. Ce n'est pas pour rien si il faut mettre au cœur de la lutte les communautés autochtones qui vivent en Amazonie, au Brésil, notamment et dans des pays comme le Pérou, la Bolivie, parce que déjà, question de souveraineté et de respect des droits des populations. Bolsonaro qui parle de souveraineté alors qu'il attaque constamment les droits des communautés autochtones sur leur propre territoire. C'est assez ironique à souligner. Mais en plus parce que là où les communautés autochtones ont maintenu une souveraineté sur leur territoire, ce sont toujours les territoires qui ont le plus de biodiversité, qui ont le plus de respect au niveau de... On en avait déjà parlé dans une autre chronique. Donc, ce sont toujours des territoires où on se rend compte que leur manière de travailler le terrain a été avec le respect des ressources. Donc, le rapport avec la nature. Le rapport à la nature est complètement différent. Donc, du coup, cela fait qu'on aurait des leçons à apprendre de ces communautés et même finalement tout à gagner à ce qu'elles gardent et maintiennent leur souveraineté. Pourquoi il faut que ce soit fait aussi dans une justice d'équité et d'égalité raciale? C'est qu'actuellement, et je vais conclure là-dessus, on a quand même un mouvement écologique
de défense de l'environnement qui est, en tout cas dans les pays occidentaux, qui est extrêmement blanc et blanche et qui est extrêmement libéral et qui se fait souvent selon une approche où tout ce qui est colonisation, tout ce qui est racisme systémique, tout ce qui est racisme environnemental, une expression qui a été inventée par Dr. Charles en 1980, je ne me souviens plus de son nom de famille, mais je vous mettrai le lien en dessous. Il appelle ça racisme environnemental. Racisme environnemental, parce qu'il a montré que les zones du monde où les populations souffrent le plus des impacts du réchauffement climatique, de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau, etc., sont toujours les endroits où les communautés noires et racisées sont surreprésentées. États-Unis, Flint, par exemple. Et Canada, population autochtone qui ne sont pas souverains de leur territoire, etc. Parce que ce sont les premières communautés les plus marginalisées qui sont impactées par le réchauffement climatique, par la disparition des ressources, par le pourrissement de ces ressources, etc. Donc, il avait une approche de il faut prendre en compte les discriminations raciales au sein du mouvement écologique et du mouvement environnemental si on veut pouvoir avoir une approche des ressources qui soit dans le partage et dans le respect. Donc, je vais conclure là-dessus parce qu'il me semble que c'est important de mettre de l'avant ce discours-là dans un contexte où actuellement, il y a cette manifestation qui se prépare pour le 27 pour le rassemblement face au réchauffement climatique dans un pays qui également a des communautés autochtones qui continuent de se battre pour la souveraineté dans leur territoire. Et je rappelle que le Canada est entré dans la discussion par rapport au Brésil, même s'il n'y a pas eu de véritable dénonciation parce qu'à un moment donné, il y a eu discussion de... On n'achètera plus rien au Brésil tant qu'ils n'auront pas mis en place des lois de protection. Et il me semble qu'aux dernières nouvelles, Trudeau avait dit on dénonce les feux, mais on n'entrera pas dans ce genre de démarche. Il serait mal placé pour donner des leçons sur le traitement par rapport aux communautés autochtones, le Justin Trudeau. Mais conclusion, on va s'arrêter là. Ouais. Non, mais c'est vrai, on s'arrête là. Toutefois, tu as ouvert 2-3 brèches, dont la dernière qui pourrait faire l'objet de... qui devrait même... C'est sûr, on y reviendra. D'une chronique un peu... Je vois la géopolitique de l'environnement. Je veux juste te lire ce que quelqu'un a écrit. J'ai vu ça sur... c'est un environnementaliste, on dit, Aurélien Barraud, qui dit... les simulations sont formelles. Les pays qui deviendront invivables à cause du réchauffement climatique sont presque tous des pays pauvres qui n'y contribuent pratiquement pas. Finalement, les rejets massifs de gaz à effet de serre ne sont peut-être que le stade ultime d'une longue et triste histoire coloniale. Oui. Comme quoi, il y a... Et d'ailleurs, je fais le lien, excuse-moi parce que c'est extrêmement intéressant, il y a aussi des liens qui disent par rapport au génocide, ce n'est qu'une nouvelle forme de génocide sous couvert de capitalisme écocide. On parle d'écocide également, donc je pense que ça ferait l'objet d'une bonne chronique. Écocide. Parce que les pays les plus pauvres ou qui ont été maintenus en sous-développement par la géopolitique internationale sont les pays où on y déverse nos détritus. On en a parlé dans la chronique sur les ordures du Canada. Exactement, ce sont les pays où on met la pression pour produire au détriment de leurs propres ressources parce que chez nous, on a envie que ça reste clean. Donc, il y aurait en effet toute une chronique à faire sur le sujet. Sur le sujet. Maintenant, je reviens sur ta chronique. Mon esprit un peu complotiste. Lorsque ça brûle en Amazonie, avec Bolsonaro qui parle avec ses grandes phrases, la presse, les médias internationaux qui sont tous là-dessus. Et j'ai envie de dire, patatras, boum, sort cette image de la NASA avec les feux en Afrique. Est-ce que, quelque part, l'idée c'était quoi? De détourner l'attention du Brésil? De minimiser ce qui se passe au Brésil? Je ne saurais pas dire c'est quoi l'intention parce que tu me connais moi et les intentions. Mais c'est vrai que il est intéressant de voir la manière et le timing. Parce que tu as parlé de traitement. Exactement. D'un autre côté, il y a aussi des personnes qui disaient c'est encore une forme de racisme de la part des médias d'être plus intéressés de ce qui se passe au Brésil qu'en Afrique parce que ce qui touche à l'Afrique, on s'en fiche. Allons savoir. Je vais laisser la porte ouverte à ton complot, Cyril. Non, c'est juste au vu de ce que tu as dit, les origines des feux et tout ça. Et comme par hasard, on ramène vers l'Afrique pour dire, oh, il se passe des choses. Mais toute cette histoire était, et puis il faut dire aussi, tout le traitement politique qui a été fait de ce qui se passe en Amazonie était un amas d'hypocrisie sur hypocrisie. Parce que je veux dire, Macron qui se fait le défenseur de l'Amazonie quand on sait ce qui se passe en Guyane, enfin... Ok, on va encore sur une autre chronique. Merci beaucoup, Jade. On se voit la prochaine fois. À la prochaine.